Bonjour à tous et bienvenue. Troisième victoire de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde et quel succès qui restera dans les mémoires. 2-0 face à la Belgique aujourd'hui au terme d'un match maîtrisé. Mais surtout, ça récompense, ça concrétise un véritable projet de fond qui allie à la fois les investissements de l'État marocain et notamment le chantier de l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on connaît Hakimi, Mazraoui, Ziyech, Al-Nesri, Bounou, c'est-à-dire des joueurs qui jouent dans des clubs européens à très haut niveau et qui ont une grande régularité. Et on imagine que la sélection du Maroc a toujours été dans les premières places en Afrique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut se rappeler déjà qu'entre 1998 et 2018, il n'y a aucune participation à la Coupe du Monde. Il y a eu 20 ans de disette. Même à la Coupe d'Afrique des Nations, tu as qu'un seul succès, il est de 1976. Alors bien souvent, le Maroc a trusté les places d'honneur, mais au bout d'un moment, n'arrivait pas à aller dans le dernier carré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait amené Hervé Renard, auréolé de ses succès en Zambie et en Côte d'Ivoire. Alors ça n'a pas marché dans le terme de trophée, néanmoins, ça a posé les bases de quelque chose. Parce que les 10 dernières années avant le Maroc, alors tu as eu pas mal de succès sélectionneurs qui se sont succédés, ça soit des locaux ou des étrangers comme Eric Gerets. Des fois, tu avais des mecs qui revenaient pour un intérim, Amadou Zaki notamment, mais il y avait pas mal de conflits. Et en fait, le problème du Maroc, quelque part, c'est sa richesse et son vivier. Parce que déjà, tu as un grand pays en termes démographiques. Aujourd'hui, on approche quand même les 40 millions d'habitants, qui compte également des diasporas et plusieurs en Europe. Forcément en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, un peu en Italie, en Allemagne, voire un peu en Scandinavie. Ce qui fait qu'ensuite, c'est différentes cultures, c'est différentes langues, et parfois dans l'équipe nationale du Maroc, tu as 4-5 langages différents. Donc forcément, tu as des affinités davantage avec les gens que tu connais et tout. La manière de voir le football est un peu différente aussi. En même temps, si tu rajoutes les pressions des différents agents intermédiaires et pas mal de soubresauts, en fait, il n'y avait pas vraiment de régularité et il y avait surtout énormément de problèmes d'ego. Parce que le talent, ça n'a jamais été un problème pour le Maroc, et ce, à tous les postes. Alors, on se rappelle évidemment de Nourdine Naïbet, qui a été un défenseur fabuleux de l'époque de Super Derpo, des ports à la Corogne en Espagne, mais tu en as eu plein d'autres, que ce soit des binationaux ou des mecs locaux. Et même sur les 10 dernières années, avec l'ouverture de plus en plus grande aux binationaux, comme plein d'autres nations à travers le monde, et pas uniquement en Afrique. Donc en 2014, arrive Fawzi Lekja à la fédération, et on n'est pas là pour dire que le bilan est magnifique. Attention, il y a énormément de problèmes à la fédération en termes de gestion humaine. C'est-à-dire des fois les postes étaient doublés, triplés, il y a eu des conflits, on a changé pas mal de choses au niveau de la direction technique, à un moment donné on a mis des Britanniques, ça n'a pas été très très fluide et des fois des gens qui travaillaient à fond n'étaient pas récompensés et on a exploité d'autres personnes, notamment des analystes qui étaient payés au lance-pierre et tout. Donc pas tout est parfait. Néanmoins, tu as dressé un cadre avec des gens comme Moed Hadj qui est revenu, qui était l'ancien secrétaire général de la CAF, qui ensuite est revenu à la Fédération Royale Marocaine, qui a énormément insisté également sur l'essor du football féminin. Et aujourd'hui, grâce à lui, grâce à Fatima Bartali, le foot féminin au Maroc, il existe. Et tu as une professionnalisation galopante, également avec les choix au niveau structurel. Aujourd'hui, tu prends les stades à Fès, à Agadir, à Tanger, ce sont des véritables stades. Et au niveau structurel, si tu ajoutes l'académie du roi Mohamed VI, les stades, les pelouses, le Botola, c'est quelque chose, ça a rattrapé un peu le retard et aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud, le Maroc a les meilleures structures du continent qui vont de pair avec la politique panafricaine voulue par le roi, c'est-à-dire qu'on a une influence qu'on veut au niveau continental. Le Maroc est peut-être le pays aujourd'hui le plus influent au niveau de la CAF et surtout au niveau de la FIFA. Alors, ça n'empêche pas quelques micmacs, notamment les dossiers qui concernent le président Fawzi Lekja à la commission discipline. Sauf que je veux dire, c'est qu'ils ont obtenu cette influence politique. Mais ils ont également mis les moyens. Il faut voir le nombre de sélections qui vont jouer au Maroc, qui vont bénéficier des structures et derrière des échanges parfois entre les deux ministères. Donc l'argent qui a été mis au niveau de l'État, on le voit également regéré au niveau de la fédération et principalement dans son académie et sa formation locale. On avait parlé dans la vidéo sur la Tunisie. Aujourd'hui, le joueur marocain, il a de nouveau une très grosse cote sur le marché. Et pas uniquement les joueurs binationaux. Parce que vous avez des exemples de mecs au pays qui ont fait des véritables carrières. Le dernier exemple, c'est évidemment Aguerd. Aguerd, Dijon, Rennes, aujourd'hui West Ham. Vous avez Ounahi qui est à Angers, qui est un pur produit marocain également. Et donc, c'est ça où c'est un petit peu compliqué aussi. On l'a vu avec Vaïd, outre ses égos, parce qu'il y a tellement de talent. Le problème, c'est vraiment pas le talent. Le problème, c'est que tu as plein de joueurs un peu d'un profil similaire. Et donc, c'est des mecs qui ont l'habitude d'avoir la balle, d'avoir des grands rôles. Et là, en sélection, ils doivent se cantonner à autre chose, des fois ne pas vraiment jouer. Donc, c'est l'adhésion à un projet collectif, comme l'Algérie avait réussi à le faire avec Jabel Melbadi quand ils vont gagner la CAN, où des mecs, on pense à Brahimi, qui ont des statuts, vont accepter d'être des 12e et des 13e hommes pour d'autres personnes qui peut-être ont plus de complémentarité et d'alchimie collective. Et Regragui, son boulot, c'est ça. Et on en avait parlé également. Comme l'Iran, le fait de changer de sélectionneur juste avant la Coupe du Monde, on va me dire, non mais là il y avait beaucoup de problèmes en interne. Il y avait plein d'accroches, d'ego, les cadres qui voulaient pas venir et tout. La relation elle était cassée. À la fédération ils le savaient, ça faisait des mois que le choix de Regragui avait été validé. Sauf que Walid terminait la saison Wydad Casablanca, il gagne le Botola, il gagne la Ligue des Champions africaine, une énorme saison qui couronne quelque part un peu sa carrière en club depuis le FUS de Rabat où ça avait été un grand succès avec plein de jeunes. Ensuite au Qatar, au Al Douail,
peut-être c'est un peu mal fini, mais quand même, il va gagner un titre aussi, les titres au Wydad, et maintenant là dans la sélection. Donc il y avait une certaine logique, et surtout, tu changes juste avant la Coupe du Monde officiellement. Sauf que tout le monde a envie déjà quand il y a un nouveau coach, tu fais toujours attention parce que tu veux directement être dans les bonnes grâces. Mais là c'est la Coupe du Monde, ton projet collectif. Alors il a fait des choix un petit peu sur la sélection. Là il n'a pas le temps évidemment de travailler tactiquement et de tout changer parce que tu as trop peu de temps. Néanmoins on va rester sur les simplicités. Retour de Ziyech, mais retour de Ziyech comment? Et là tu vois Ziyech dans la mentalité face à la Belgique. Alors on peut lui reprocher des fois des excès d'individualisme. Mais là, il a mis le bleu de chauffe. Lui qui parfois était trop nonchalant en sélection, quand tu vois un de tes artistes, un de tes leaders presser comme il l'a fait, se donner comme il l'a fait, quand tu vois Bouffal également qui fait pareil sur l'autre côté, bah forcément derrière ça t'encourage parce que la qualité tu l'as. Alors certes, on va me dire que depuis 10-15 ans, le Maroc, même peut-être plus, manque d'un véritable neuf tueur. En-Nesyri qui est quand même un joueur référencé de Liga aujourd'hui, format Malaga, Leganés, aujourd'hui Séville. Je veux dire, qu'est-ce qui court sur le terrain? Il se sacrifie un peu pour les autres, ce qui permet également de donner un sens à ton projet collectif et d'être très 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 pénible à jouer. Aujourd'hui, le Maroc, indépendamment de tous les talents, c'est une équipe qui est chiante à jouer. Parce que défensivement, Aguerd, Romain 6 dans l'axe, c'est costaud. Hakimi à droite, t'as pas envie de te le choper. Et Mazraoui, excusez-moi, qui est droitier mais qui joue à gauche. Enfin, faut voir le back four que le Maroc a, c'est quand même super solide. Et au cage, t'as un gardien référencé de Liga comme Bounou, qui, face à la Croatie, il a un arrêt à faire. Mais c'est le plus dur quand t'as un gardien. Et hop, il fait la parade décisive au moment pour garder le 0-0. Au milieu de terrain, peut-être qu'on n'a pas encore la bonne alchimie. Ça travaille quand même beaucoup avec notamment Amrabat, qui joue quand même à la Fiorentina. Donc on le redit, c'est pas un problème de talent. La question c'était l'équilibre, à la fois des égos, à la fois de toutes ces cultures. Et là tu as une sélection avec quelques mecs au niveau locaux, d'autres qui sont allés un peu dans le golf comme Abderrazak Hamdallah, qui est un numéro 9, un pur numéro 9, qui a marqué des buts. Sauf qu'il a une histoire un peu toujours compliquée avec la sélection. Là qui est de retour, il est rentré d'ailleurs en cours de jeu face à la Belgique. Et des mecs qui jouent en Europe et avec toutes ces cultures-là. Donc c'est dur évidemment à faire cohabiter, à avoir une symbiose, à adhérer à un projet collectif. Sauf que quand tu changes de coach juste avant la Coupe du Monde, quelque part ça facilite un peu. C'est comme les tensions qu'il y avait dans le groupe vis-à-vis de l'Iran. Retour de Carlos Queiroz, nouvel entraîneur juste avant. Alors certes, il avait peut-être aussi quelques favoris parce qu'il avait déjà travaillé en Iran, mais ça a aidé pour une Tog Evans. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau du Maroc. Alors on ne sait pas si ça ira spécialement plus loin. Néanmoins, en 2018, sur le contenu, ils méritaient mieux. En termes de mondial, ils ont tenu tête dans le jeu au Portugal et à l'Espagne. Ils ont rendu fiers des gens. Là, c'est la concrétisation qu'ils auraient dû avoir depuis longtemps, que ça soit en Coupe d'Afrique des Nations, soit au niveau de la Coupe du Monde. Alors, encore une fois, la situation n'est pas parfaite, et notamment dans le championnat local, quand tu vois le nombre d'impayés, les dettes des clubs, la manière dont ils traitent certains joueurs et tout, c'est honteux, les menaces et tout. On est totalement d'accord là-dessus. On n'est pas là pour dire qu'à la fédération, tout est merveilleux. Par contre, tu as un projet qui est entamé depuis très longtemps, au niveau structurel, au niveau financier, au niveau de la formation, et surtout au niveau sportif. Contrairement à beaucoup d'autres pays, le Maroc quand même a mis le foot un peu au centre de tout, principalement à travers son académie Mohamed VI qui a réussi encore à crédibiliser davantage le joueur marocain au niveau local sur le marché européen. Aujourd'hui, il faut voir le nombre de scouts qui viennent admirer le championnat local. Là, tu vas changer d'entraîneur, tu fais un bon choix, tu valorises en plus un coach qui a tout connu, qui a connu une carrière en Europe, qui a coaché au niveau local, et pas qu'un ténor, même si le FUS c'est quand même un club important, un club formateur, un club qui a la pression comme le Wydad, qui est allé dans le golf, ça fait qu'il est capable de mélanger tout ça, qui a une adaptabilité de toute cette culture, et surtout qui ne cherche pas la lumière, ce qui est très très important à ce niveau-là, plus l'adhésion. Bref, on verra ce que va donner le Maroc là-dessus, mais ça permet peut-être de comprendre un petit peu mieux tout ce qui s'est passé ces dernières années pour les Lions de l'Atlas. Enfin, je terminerai en disant de ne pas oublier mon livre qui vient de sortir dans le silence absolu médiatique, c'est pour ça que j'en reparle, autour du Yémen, le lien dans la description, il y a une vidéo qui est faite. Croyez-moi, pour ceux qui s'intéressent, les scandales d'État, Al-Qaïda, Total, ONU, piège organisé. Merci pour le soutien à ceux qui l'ont déjà acheté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et équipe de Faith.